Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Solidarité TV, la chaîne du réseau Uniops Uriops. Aujourd'hui, nous allons parler du thème la participation à nouvel élan démocratique. Cette émission a été préparée en partenariat avec les Uriops Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté avec le soutien du Crédit Coopératif. Je vous signale que le dernier numéro d'Union Sociale est presque entièrement consacré à cette question de la participation et que vous pouvez retrouver le numéro de ce magazine en vous rendant sur le site de l'Uniops. Je vous signale aussi que cette émission est diffusée en direct et que vous pouvez poser vos questions à nos intervenants à tout moment. Mais je n'en dis pas plus et je vous propose de passer à notre première séquence. Alors pour débuter nos discussions, j'ai à mes côtés Guy Pétat, donc vous êtes délégué du Conseil national des personnes accueillies. Guy, merci d'être présent avec nous. Et puis Blandine Maisonneuve, chef de projet participation et citoyenneté à la Fondation de l'Armée du Salut et malheureusement cas contact. Elle interviendra donc à distance, donc je vais vérifier avec elle si elle nous entend bien. Oui, je vous entends bien. Bonjour. Bon, c'est parfait. Alors avant que nous donnions la parole à nos intervenants, je vous propose un premier reportage pour mieux comprendre ce que veut dire la participation pour les personnes concernées. Pour moi, la participation, c'est beaucoup d'humanité. D'arriver à aider les personnes concernées, que j'ai été moi-même. Et oui, c'est faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Aussi bien les personnes concernées que les professionnels, et ainsi de suite. C'est tout simplement être le porte-parole des personnes handicapées, voilà, qui ont du mal à s'exprimer et de ce fait-là être effectivement la parole de toutes ces personnes qui sont souvent malheureusement dans l'ombre et voilà, les mettre dans la lumière par mon intermédiaire. Participer, c'est faire partie, je dirais pas appartenir, mais c'est venir d'un point désœuvré, on va dire difficile, à un point mieux. On apporte sa manière de voir les choses, sa pensée, sa parole. Pour moi, participer, c'est s'impliquer au sein d'une association, voire même en extérieur et plus loin, pour apporter, émettre, diffuser la parole de nos pairs, de toutes les personnes dans son ensemble par rapport aux difficultés psychologiques. Ce sont les personnes qui ont traversé justement des périodes difficiles, la maladie psychique, qui sont plus à même de connaître leurs propres besoins en matière de soins, de logement, de projets professionnels, etc. C'est de la base qu'on peut recueillir les besoins et donc faire évoluer les choses, essayer de les améliorer. Voilà. Pour moi, la participation, c'est donner la parole à l'autre, écouter l'autre, pour changer un petit peu le principe qui fait qu'aujourd'hui, les travailleurs sociaux sont plutôt prescripteurs, diagnostiqueurs, sans donner la parole. Ça ne peut pas fonctionner. Sans écouter l'autre, d'où la participation, il est important de partager. Premièrement, deuxièmement, il me semble que donner la parole à l'autre donne aussi un peu du pouvoir à l'autre, de réapprendre à se faire confiance, plutôt que de subir, plutôt que d'être un consommateur de dispositifs, être un consommateur de dispositifs. La participation, ça ne se décrète pas, ça se construit. Guy Pétat, il y a 1000 manières d'envisager la participation, comme nous l'a montré ce reportage. Mais pour vous, la participation, ça veut dire quoi ? La participation, pour moi, ça veut dire déjà donner de son temps et être évidemment au plus près des besoins des personnes
parce que toute personne a son vécu. Il y a évidemment une grande différence entre les uns et les autres, mais il faut que toutes ces personnes-là puissent être entendues. Donc, il est nécessaire de faire participer les délégués pour pouvoir rapporter au plus près des institutions ce dont les personnes démunies ont besoin. D'accord, donc c'est renforcer leur visibilité et leur permettre d'exprimer leurs besoins, c'est ça, hein? Oui. C'est ça. Blandine Maisonneuve, vous êtes avec nous à distance. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire, selon vous, de cette définition de la participation des personnes concernées? Permettre un lien direct entre les personnes accueillies ou les personnes en situation de précarité avec les institutions qui élaborent les politiques publiques, en tout cas au niveau du Conseil national des personnes accueillies. Moi, je rajouterais aussi, c'est reconnaître les compétences et l'expertise de ces personnes sur un pied d'égalité au même titre que d'autres expertises que sont les expertises scientifiques, professionnelles, techniques. Voilà. Et ça, pour moi, ça lutte. C'est un moyen de lutter aussi contre la stigmatisation, parce qu'on a toujours tendance à penser que les personnes en situation de précarité, leur avis, ce qu'elles disent, c'est un peu... Ouais. Oui, ça compte moins. Ouais. Et justement, partir de ce pied d'égalité, moi, c'est ça la participation. Y accorder autant de valeur au reste. D'accord, très bien. Alors, on parle beaucoup de participation. Maintenant, c'est un objectif des politiques publiques, hein, des politiques d'action sociale. On en parle depuis très très longtemps. Mais moi, il y a une question peut-être un peu naïve que je voudrais vous poser, Guy. C'est quoi les bénéfices de la participation pour les personnes concernées? Ils sont multiples, ces bénéfices. À partir du moment où on rapporte leurs besoins, il est très important pour les personnes d'être entendues. Et entendues à tout niveau. Donc, lorsque ces personnes nous font remonter leurs besoins, leurs difficultés, on les rapporte et on en débat parce qu'il n'y a rien qui soit anodin. Tout est important et les personnes ont besoin d'être représentées, tout comme elles ont besoin de participer. Tout à fait, d'accord. Très bien. Blandine, est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement sur cette question des bénéfices de la participation pour les personnes concernées? Parce que chaque fois, on a le sentiment que voilà, on incite à la participation. Il y a certes une exigence démocratique, tout à fait. Mais qu'est-ce que ça apporte aux personnes concernées véritablement? Alors, ça apporte être reconnu dans sa parole et dans une parole égale et de même valeur que d'autres types de paroles, ça a à voir avec le sentiment de dignité. Parce qu'on compte dans un groupe de travail, notre parole compte. Et ce sentiment de dignité, quand il est recouvré, ça permet aussi de se mobiliser. Il y a beaucoup de délégués ou d'anciens délégués qui disent que venir à une réunion plénière du Conseil national des personnes accueillies ou des conseils régionaux, ça leur donne l'envie de se lever le matin, par exemple. Ça peut aussi décider d'une orientation professionnelle. Il y a beaucoup de développement de père aidance au sein des conseils. Oui, ça, on va en parler. Voilà. Ouais. Et au niveau des politiques publiques, ça apporte une vision pragmatique, d'accord, notamment dans tout ce qui est communication auprès des personnes en situation de précarité, dans un langage facile à lire et à comprendre. Donc ça force en fait les acteurs publics aussi à se mettre au niveau de chaque citoyen, de chacun d'entre nous qui sont en difficulté ou non, et à ce moment-là rend plus accessible peut-être les dispositifs qui concernent l'ensemble des citoyens. C'est ce que vous voulez dire? Plus accessible et plus compréhensible, oui.
D'accord, très bien. Alors justement, vous évoquiez cette question de la paire aidance, Blandine. Effectivement, c'est toujours cette paire aidance est aujourd'hui considérée comme une des formes les plus modernes hein, d'implication des personnes concernées. Et on est allé voir du côté de l'association Un chez soi d'abord à Besançon, qui justement promeut et développe cette paire aidance. Donc je vous propose de découvrir ce reportage tout de suite chez Un chez soi d'abord à Besançon. Le Un chez soi d'abord, c'est une structure qui a pour objectif de loger ou reloger des personnes qui sont sans abri, mais uniquement atteintes de souffrances psychiques. Et donc, comme pilier au sein de cette structure, il y a des pères aidants. Et donc, des pères aidants, suite à la définition que j'ai donnée là, voilà, c'est quelqu'un qui a une expérience, un vécu difficile, qui a su s'en sortir et qui met à profit son expérience personnelle dans son activité professionnelle. La paire aidance, c'est d'apporter de son vécu, d'en faire une force pour travailler, pour aider les autres. C'est une histoire de démocratie. Le principe de rétablissement, c'est rien sans nous, rien sur nous sans nous. Donc, dans tous les, que ce soit le tabac, l'alcool, la drogue, les maladies mentales, le sans-abrisme, il faudra des gens qui viennent de ce milieu-là, qui font partie des équipes pour encadrer, accompagner les personnes encore dans la difficulté, on va dire. Bonjour Aurélien. Salut Olivier, on peut rentrer? Bien sûr, oui. Chez soi d'abord, ça m'aide énormément. Parce que quand on peut se promettre à soi-même de ne plus jamais aller à l'hôpital psy, sachant que le dernier séjour que j'ai fait, c'était 8 mois et demi d'hôpital psy d'un coup. Non, si, ça fait une grosse différence. Mais sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, les pères aidants, ça aide beaucoup, à tel point que moi j'aurais envie d'en être un plus tard. Ouais, tu avais déjà évoqué cette possibilité. Oui, il y a la formation, je ne sais pas s'ils la font l'année prochaine. J'ai une pathologie, je suis bipolaire. Et j'ai été à la rue pendant un peu plus de 3 semaines. Donc je sais que par rapport à d'autres qui ont vécu des années à la rue, ça paraît ridicule. Mais bien au contraire, ça m'a donné un avant-goût de ce que c'était que de vivre à la rue. Et donc au niveau de la paire aidance, moi je fais jouer mon expérience en fait. C'est-à-dire qu'au Un chez soi d'abord, il y a une équipe qui est bien solide. Il y a des travailleurs sociaux, il y a des addictologues, des anciens infirmiers et les pères aidants. Et donc les pères aidants, en fait, quand on va voir certains locataires, quand ils nous disent oui, moi j'ai envie d'arrêter le traitement parce qu'il y a des effets secondaires, hop, c'est là que nous on intervient en disant on comprend et on est passé par là, donc on sait ce que c'est. La paire aidance, de toute façon, c'est un métier d'avenir. Que ce soit la participation dans tout ce qui est social, psychiatrie, social, prison, machin, drogue, maladie, hôpital, tout ça, il y aura des pères aidants, il y aura de plus en plus de pères aidants à l'avenir. Ça me plaît vraiment. Le boulot, il est super intéressant. Et sur le plan humain, c'est extrêmement enrichissant en fait, parce que je trouve ça génial en fait de pouvoir mettre à profit mon expérience personnelle quoi, dans mon travail. Et je trouve ça extrêmement enrichissant de pouvoir partager. C'est vraiment le partage, c'est important, c'est vraiment important, le partage. Si on me l'avait dit il y a des années en arrière, je n'aurais pas cru. J'aurais pas parié sur moi. Les formes les plus innovantes de participation sont nombreuses et à l'œuvre dans de nombreux territoires. Je voudrais maintenant donner la parole à Catherine Serre, qui est directrice de l'URIOPS Bourgogne-Franche-Comté, pour qu'elle nous raconte ce qui se joue dans son territoire. Oui, Catherine Serre, bonjour. Bonjour. Alors, Catherine Serre, quelles sont les formes de participation les plus intéressantes en Bourgogne-Franche-Comté aujourd'hui ? Alors, je pense qu'il y en a beaucoup. Elles ne sont pas toutes connues, mais en tout cas, on a la chance dans notre région d'avoir une antériorité, notamment par le biais du Conseil régional consultatif des personnes accompagnées. Donc, dans le domaine de la cohésion sociale, hein, ce qui a déjà été évoqué, tout ce qui touche aux problèmes de précarité, il y a une habitude. Et ce que je trouve intéressant du fait de cette antériorité, c'est que, eh bien, maintenant, en fait, la question de la légitimité d'avoir des personnes concernées autour de la table dans les politiques publiques ne se pose plus. Donc en fait, on ne se demande pas pourquoi, mais on se demande comment. C'est-à-dire comment on va aider à ces formes de participation. Et c'est ce que je trouve pour le plus intéressant dans cette perspective. D'accord. Alors justement,
vous l'avez un petit peu évoqué, mais c'est quoi les bénéfices généraux de la participation des personnes concernées? En quoi cette participation, elle enrichit quelque part les politiques publiques et l'action publique, en tout cas au plan local? Je pense qu'elle est intéressante, ça a déjà été dit, parce qu'elle a un côté pragmatique. Ça ramène les pieds sur terre aux personnes qui sont en charge de mettre en place les politiques publiques, parce que ça ramène à des choses très concrètes qui se passent dans la vraie vie. Et ça, de ce point de vue-là, c'est toujours intéressant. Ça nous fait faire un pas de côté. Et de ce point de vue-là, c'est bénéfique pour tout le monde. Après, je crois qu'on a dit qu'il y avait le sentiment d'être sur un pied d'égalité. Donc, il faut bien se dire qu'on le sait, hein, nos responsables de politique publique, parfois, ils disent aussi des bêtises. C'est vrai aussi qu'il faut entendre. Non, mais il faut entendre la parole des personnes accompagnées. Et il faut pouvoir aussi, parfois, parler du réalisme, de la possibilité de faire ou de ne pas faire. Ça a été dit, il faut être entendu. Et je pense qu'il faut aussi travailler la question d'être entendable. Mais c'est, de mon sens, aussi vrai au niveau des personnes qui s'occupent des politiques publiques que des personnes qui relatent la question de leurs propres difficultés. D'accord, très bien. Mais de ce point de vue-là, c'est intéressant en termes de co-construction. Vraiment sur un pied d'égalité dans les deux sens. D'accord, c'est l'idée qu'on retient, se situer sur un pied d'égalité. Alors, je vais prendre une première question peut-être internaute. Alors, elle est très simple hein, et je vais peut-être la poser directement à Guy. Hein. Donc, cette question, comment faire pour que la participation des personnes concernées soit vraiment effective? Voilà. Alors, Guy, qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Voilà. Eh bien, il faut de plus en plus bousculer les habitudes, bousculer ceux qui avaient une certaine façon de travailler, mais qui maintenant doivent se rendre à l'évidence qu'ils ne sont plus tout seuls. Ils ne sont plus seuls à faire leur travail, mais ils ont aussi des idées et des recommandations de personnes concernées qui leur arrivent. D'accord, c'est-à-dire qu'il faut considérer les personnes concernées quasiment comme des partenaires en fait, hein, de tous ceux qui font les politiques publiques et qui les mettent en mouvement, hein, c'est ça? Absolument. D'accord, très bien, très bien. Blandine, est-ce que vous avez une idée aussi sur cette question, comment faire pour que la participation des personnes concernées soit vraiment effective, puisque on sait que, bon, effectivement, cette participation, c'est un vrai objectif et on en parle depuis tellement d'années que ça devient presque prioritaire. Mais on a l'impression que quand même, pour que ça devienne vraiment une réalité, il y a des efforts à faire. Comment faire, Blandine, pour que ça devienne réalité tout ça? Blandine, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous ai entendu, mais j'avais oublié mon micro. Donc, sur le plan de la méthode, déjà, et ça, les personnes accompagnées, ils sont très sensibles à juste titre, c'est qu'il faut les associer dès le début. Dès le début d'un projet, dès le début d'une réflexion, pas leur faire prendre le train en cours de route, voire même à la fin pour estampiller la belle participation, et leur donner un maximum d'informations de façon accessible et compréhensible. Voilà, donc qu'ils soient au même niveau d'information que tous les autres professionnels institutionnels autour de la table sur un sujet. Ça, c'est sur le plan méthodologique. Et après, je parlerai des moyens, parce qu'il en faut, quoi qu'on en dise. Les personnes en situation de précarité, elles n'ont pas les moyens de financer, de se créer en association, de louer des salles pour se réunir, de se réunir à Paris en prenant le train et en payant des hôtels. Donc, ça demande des moyens financiers qu'elles ne peuvent pas assurer elles-mêmes. Et ça demande aussi des moyens humains, puisque on ne balance pas, entre guillemets, des personnes en situation de précarité dans un groupe de travail sans les avoir préparées, sans les avoir rassurées par rapport à leur prise de parole, parce que ça serait simplement un peu maltraitant.
Donc certaines personnes accueillies qui sont dans la participation depuis des années peuvent se débrouiller tout à fait tout seuls, mais pour ceux qui entrent dans ce processus, c'est très important d'avoir quelqu'un, des gens du temps de disponible pour préparer ces interventions et travailler en amont les questions qui vont être abordées. D'accord, Voilà. très bien, très bien. Blandine, je vous remercie. Alors, on a évoqué un certain nombre de conditions pour que cette participation devienne effective. Il y a évidemment aussi ce fameux changement de culture. Et pour atteindre ce changement de culture, il faut s'appuyer sur des leviers. Et parmi ces leviers, la formation, la recherche commune, ce sont des pistes de plus en plus souvent explorées, notamment au sein du collectif Soif de connaissances à Lyon. Alors, je voudrais donner la parole à Nicolas Berru. Nicolas Berru, vous êtes coordinateur opérationnel du collectif Soif de connaissances. Quels sont les objectifs de ce collectif ? Alors, il faut que vous branchiez votre micro, Nicolas, peut-être. Ah, il y a un petit problème de son. Ah, je crois qu'il faut que vous mettiez votre micro. Ça, c'est malheureusement les aléas du direct. J'espérais ne jamais le dire, mais voilà. Je suis obligé de le dire. Bon, écoutez, si ça ne marche pas, on va passer. Alors, peut-être Guy, pour continuer la discussion, puisque Nicolas ne semble pas disponible. Je voulais vous faire rebondir sur cette question du changement de culture. Est-ce qu'il y a aussi un effort à faire en profondeur, notamment pour former les travailleurs sociaux, c'est-à-dire dès le début, pour leur expliquer qu'il faut prendre en compte la parole des personnes concernées? Est-ce qu'il y a des progrès à accomplir sur ce sujet-là? Bien sûr qu'il y a des progrès à accomplir. Alors, lesquels sont-ils? Et déjà, au lieu de rester sur des stages professionnels possibles pour toute personne de tout niveau, il a fallu discuter avec la DGCS et pousser pour que ces stages professionnels deviennent formation continue obligatoire. C'est déjà dans un temps ce qui a été fait. Est-ce qu'il y a... Oui. Suite à ça, il a fallu aussi bousculer les consciences de chaque personne qui a l'habitude de travailler d'une certaine façon. Pour certains, ils sont un peu déroutés lorsqu'on leur donne de nouvelles possibilités de travail. Lorsque on change leur manière de travailler, en fait. On change leur manière de travailler. Il y a, comme dans toute société de travail, il y a des personnes qui ont l'habitude d'être les meneurs dans des équipes, qui quelquefois restreignent les équipes à travailler comme on travaillait il y a 20 ans. D'accord, très bien. Alors, je voudrais savoir si Blandine est encore disponible. Blandine, je voudrais peut-être vous poser la question sur ce changement de culture et sur l'importance de la formation, justement, pour essayer de faire bouger un peu les consciences en matière de participation. Cette formation initiale, est-ce qu'il y a vraiment des gros efforts à faire, justement, pour arriver à ce que les travailleurs sociaux intègrent, justement, cette nécessité de prendre en compte la parole des personnes accompagnées? Alors oui, il y a des efforts à faire dans la mesure où ce sont des professions qui se sont technicisées beaucoup à hauteur des dispositifs dont elles ont la charge. Et un des efforts qui est fait dans beaucoup d'instituts de formation, c'est d'intégrer aux formations initiales l'intervention de personnes accueillies dans les promos d'étudiants pour effectivement qu'elles puissent discuter et débattre avec elles des attentes d'une personne précaire à l'égard du travail social. Et ça peut même déboucher sur certains IRTS sur la création de postes de formateurs pairs. Hein, c'est un sujet qui est travaillé notamment avec l'UNAFORIS. D'accord.
Ok, donc ça c'est des pistes extrêmement intéressantes. Écoutez Blandine Guy, je vous remercie, on va clôturer cette séquence. Donc on a beaucoup échangé là sur les bienfaits de la participation pour les personnes concernées. Je vous propose que nous passions à notre prochaine séquence où on va s'intéresser aux bienfaits et aux bénéfices de la participation des personnes concernées pour les associations, en particulier pour leur gouvernance. Donc on se retrouve dans quelques instants pour parler de tout ça.